dans les médias indiens, ce qui n'est pas si fréquent. Dans les ouvrages, eh bien, ils sont nombreux aussi. Je rappelle quand même, parce que ça fait partie de la rencontre que j'ai eue avec vous, que vous vous êtes intéressé très tôt au nationalisme hindou et que moi, en 1996, j'ai lu un livre à sa sortie, des presses de Sciences Po, Les nationalistes hindous, et j'ai eu un choc. Voilà, parce que qui montrait une réalité de l'Inde différente de celle que j'avais en tête, soit comme universitaire à travailler sur des textes anciens et des textes de sagesse, soit comme engagé dans le milieu de yoga où voilà, on pensait que l'Inde c'était le pays de Ramana Maharshi, de Gandhi. Vous nous avez montré dès le début de notre réalité, c'était un choc, ça a été assez perturbant, mais très sanitaire. Parce qu'aujourd'hui, je comprends mieux ce qui se passe en Inde, depuis quelques années. Voilà. Et c'était aussi très profond. Donc, pour terminer, je vais citer vos deux ouvrages les plus récents. En français, l'Inde Modi, National Populisme et démocratie ethnique. Et en anglais, Uttara Voilà. Un tout petit mot des deux organisations qui sont à l'origine de cette soirée. Donc, d'une part, les forums France-Inde, qui sont un forum sur Internet, hein, qui pas de lieu physique, si je peux dire, qui a été créé par vous, par Jean-Louis Laverne et d'autres, parce que vous trouviez que il n'y avait pas assez de place dans les médias français pour l'Inde. Voilà, et vous invitez des universitaires, des experts, des spécialistes de la vie, des coutumes, etc. Enfin, vous avez ouvert beaucoup des artistes, vous avez ouvert très largement. Donc, je vous invite à aller sur le site des forums France-Inde, voir leur webinaire qui sera absolument passionnant. Et d'autre part, donc ici, pour les personnes qui ne sont jamais venues ici, je l'ai dit pour vous faire attendre un petit peu, mais les personnes qui sont en visio ne l'ont pas compris. C'est dans les locaux que la Fédération nationale des enseignants de yoga partage avec l'École française de yoga qui forme les enseignants de yoga, l'Union nationale de yoga qui regroupe des associations de yoga dans toute la France. Donc, ce sont des acteurs très importants du monde du yoga. Voilà. Et avant d'oublier, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup à vous entendre, alors je remercie d'une part Jean-Louis Laverne, qui est le grand organisateur, ordonnateur, voilà, cheville ouvrière, et qui fait le fil de cet appel. Et d'autre part, Patrick Mathis, qui est le secrétaire général de la Fédération, et Catherine Le Gallet, qui est la directrice de l'École française de yoga, et qui sont nos deux. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et comme il y avait beaucoup de questions, on a retenu pour cette conférence 4 thèmes principaux. On va essayer de respecter des choses, à peu près 20 minutes pour chacun. Pour d'une part, d'abord la présentation des résultats, l'analyse du scrutin à chaud encore, même si déjà des choses se sont dites, et vous avez dit des choses dans les échos du scrutin, mais voilà, on va aller un peu plus loin. Ensuite, quelles implications politiques et économiques. Ensuite, l'impact sur la société de la culture. Quelques questions à chaque fois, bien sûr, c'est le grand sujet. Et puis, enfin, quelques éclairages sur la diplomatie, la relation internationale, l'image de l'Inde aussi. Voilà, est-ce que ça change quelque chose? Très bien. Donc déjà, les résultats et l'analyse du scrutin, alors ce que Jean-Louis a préparé nous donne déjà des choses, mais peut-être un mot du contexte, c'est-à-dire les partis en présence, leur grand ligne idéologique, et puis comment ça se passe les élections. Non.
quand vous avez un mode de scrutin à un tour, c'est la même loi de Duverger, pour ceux qui ont fait sciences politiques, qui ont fait des sciences politiques, ça donne quelque chose. Maurice Duverger, dans les 50, disait, un mode de scrutin à un tour donne du bipartisme. Et oui, parce que si vous avez plus que 2 candidats en présence, vous divisez vos forces et vous prenez le risque de perdre. Alors, on y est arrivé. On y est arrivé au bipartisme. Ça a été lent, mais vous aviez parmi les acteurs en présence 2 coalitions préélectorales. D'un côté, celle du PJP, la National Democratic Alliance, la NDA, qui évidemment est dirigée, dominée par le PJP, et qui compte d'autres partis. Alors, c'est une alliance qui remonte aux années 90, hein, c'est un peu comme le livre. C'est le XXe siècle qui se termine par la création de ces alliances, mais avec des hauts débats. Et la National Democratic Alliance, la NDA, a été créée par le BJP en 98-99, lors du premier gouvernement Vajpayee, avec 15 partis. Il reste beaucoup, il reste 2012 qui compte. Mais j'y reviendrai, parce que c'est décisif. Aujourd'hui, il y a dans ces alliés, parmi ces alliés, 2 acteurs majeurs, le Janata United, TTU, et puis le PRI déjà parti, le TTU. Mais c'est le DGI qui compte le plus. Et puis en face, il y a, alors c'est neuf, ça a moins d'un an, il y a une alliance qui s'appelle India, un acronyme qu'ils ont été chercher par des détours, et cette alliance compte une trentaine de partis. Bien, ce qui s'est passé en Inde, ce qui s'est passé partout ailleurs, face à Orban, face à Kaczynski, face à Erdogan, face à Netanyahu, au bout de 5, 10, 15, 20 ans, les partis d'opposition forment une alliance contre ces hommes forts qui monopolisent le pouvoir, parce que c'est la seule façon de se débarrasser. Et donc, là, on a une diversité extraordinaire, tout comme on avait une diversité incroyable en Turquie lors des années municipales. Que vous mettez ensemble des gens qui n'ont rien à voir, sauf qui nous sont américains. Et je parle d'ennemis à dessein, des passés d'adversaires à l'ennemi, sous des régimes politiques ou des technologistes. Donc là, c'est des acteurs en présence. Alors, si on transitionne, comme on dit en anglais, vers des résultats, on peut voir le poids respectif des uns et des autres, parce qu'ils ne pressent pas tous ne même pas ces alliances. Le BJP au sein de la NDA était archi dominant, dominateur. En 2019, il y avait remporté 303 sièges. La majorité était à 270. Là, il est tombé à 240. Plus 1, moins 1, il va y avoir des élections. Mais 240. 240, ça le met à donc 32 sièges de la majorité. Il lui faut des partenaires étrusquins et même peut-être plus que deux. Il y en a 2 qui sont les premiers sollicités. D'ailleurs, leur leader a pris l'avion ce matin pour aller discuter de cas à des villes. Le TPU, qui est donc dirigé par Nitish Kumar, le chef du gouvernement india. Et puis, le Telugu Descent Party, qui est dirigé par Naidu, et qui est même, comme souvent l'a dit, Andhra Pradesh, qui est le parti qui dirige l'Andhra Pradesh, qui a d'ailleurs un extraordinairement dominatrice. 2 partis qui, respectivement, ont 12 et 16 sièges. On y est presque. Vous mettez PGP, GTU et TPP, vous y êtes presque. Après, bon, ce qui manque, on achète. On peut pas et ces 2 parties-là qui sont présentes. Et on va y revenir parce que c'est sur l'impact politique que ça pèse. Mais pour l'instant, c'est juste un descriptif des rapports de force au sein du groupe. L'autre coalition, eh bien, je vous mets en contact, vous pouvez me donner ça, 51, 99, avec quand même des symboles forts
Rahul Gandhi qui revient au Uttar Pradesh et y avoir mordu la poussière avec une annonce de 400 000 voix dans l'avance de Modi à Benares n'est que 245 000, ça c'est un symbole. Tant que le Modi, comme on l'a découvert, a été numéro 2 pendant plusieurs années. Il y a un flottement assez compréhensible. Le Congrès, 99 sièges, c'est le pivot de la coalition. Mais il y a un numéro 2, qui d'ailleurs fait de ce parti le troisième de la secte indépendante, le Samajwadi Parti, qui a ses bases en Uttar Pradesh, le plus grand État de l'Inde, 200 millions d'habitants, 80 sièges, 583, qui gagne l'Uttar Pradesh, gagne l'élection. C'est quel cas? Là, c'est un match nul, en quelque sorte. À l'avantage quand même de India, le Samajwadi Parti remporte 36. Et devient le troisième parti de l'Inde et le deuxième parti de la France. Ces deux partis, dont le PJP, reçoivent l'aide d'un parti plus annexe encore au Bihar, le Rashtriya Janata Dal, le RJD, qui est un parti de Baskas, comme le Samajwadi Parti tout à l'heure, j'ai pu préciser parce que le point est carrément très difficile de dire quelle idéologie est faite. Autant le Samajwadi Parti a toujours, depuis 1989, depuis que Moyam Singh Yadav, c'est Moyam Singh Yadav qui a fait ça. Mon fils qui est un privilège. Depuis toujours, c'est un parti de Baskas qui défend les paysans, qui défend les fermiers et qui est aussi très proche des musulmans. Vous savez qu'il y a environ une vingtaine de musulmans en Inde, une base électorale très importante. Le Yadav, 10%, 20% des musulmans. Pareil pour le RJD, c'est un parti de Yadav aussi à l'origine. C'était Lalou Prasad Yadav qui l'avait créé, c'est son fils, qui a fait retenir. Dans les deux cas, vous avez des descendances, des lignées politiques. Donc, on a un rapport de force qui, en gros, maintenant, est de NDA 292 sièges. Et pour India, 62. Ça, c'est les résultats globaux. Voilà. On va peut-être prendre le temps de parler pardon. On va peut-être prendre le temps de parler de quelques États qui sont des États clés. Vous avez déjà parlé du Uttar Pradesh. Peut-être que c'est intéressant que vous nous parliez de quelques autres. Oui, c'est évident. Parmi eux, le numéro 2, c'est Bihar, le Nitish Kumar à la tête du Tikoudou à 4,80. C'est pour ça qu'il pèse si haut aujourd'hui. Plus intéressant, le Bengale occidental, où Mamata Banerjee a bien résisté. Alors, Mamata n'a pas voulu rentrer dans India, si j'ose dire. Ça pourrait être que le séparatisme. Mais c'est pas ça la question, c'est la coalition qu'elle n'a pas voulu rejoindre. Mais elle en est une. Son ennemi, c'est le BJP. Elle est forcément amenée à travailler avec l'opposition. Elle n'est pas formellement dans l'opposition. Il pose un problème parce qu'il y a eu des triangulaires. Mais l'État que je trouve le plus intéressant de tous, pour une collège, c'est le Maharashtra. Le Maharashtra, qui a une scène politique vraiment compliquée depuis la scission de la Shiv Sena. La Shiv Sena domine la vie politique de l'État, en tout cas des villes de l'État. Bon, elle s'est scindée en deux, et cette scission a permis au BJP de reprendre le pouvoir grâce à l'appui d'une faction de la Shiv Sena, tandis que la faction dominante, dirigée par le fils de Bal Thackeray, au fait de la politique, on parle de père et de fils en permanence. Donc, le fils de Bal Thackeray, qui a été de la Shiv Sena, a pris la suite, et s'est associé au Congrès, et s'est associé au National Congress Party de Sharad Pawar. Donc, ces trois formations ont quand même
remporté une majorité de sièges au Maharashtra. Là, vous avez maintenant l'Uttar Pradesh qui est une sorte de piqué de safran et piqué de rouge, quand on a une salade rouge. Vous avez le Maharashtra qui est tout aussi chiné, si vous voulez, hein. Et puis la bande safran, alors c'est intéressant de dire que le BJP garde un bastion énorme d'État régional qui va du Gujarat à l'Orissa en passant par là, vous pouvez tester le disposition BJP, faire la Sénat sans jamais avoir un équité pédagogique. C'est facile. Oui, la salle est un état vraiment difficile parce que vous avez depuis maintenant depuis 10 ans, quasiment, depuis que l'unité a tout une montée constante du BJP qui a fait chuter le Congrès. La salle est devenue un état BJP avec une transformation de la politique ethno-religieuse spectaculaire. Longtemps, on était assamé de souche, que l'on soit hindou, que l'on soit musulman. Et on a réussi à diviser, non pas l'électorat selon une base linguistique, parce que c'était des souches, c'était le Bangladesh, qui étaient eux aussi hindous et musulmans, qui viennent du Bangladesh ou qui viennent du Bangladesh. Et on a fait basculer cette ligne de clivage vers une ligne de clivage religieuse, qui a bien sûr servi de mais au prix de quand même un exercice calamiteux de recensement des vrais citoyens, National Citizenship Register, qui a pour objectif de voir qui sont les vrais Assamais et qui sont les migrants. Et au total, on arrive à 1 700 000 sans-papiers qui sont, pour une bonne part, hindous, pour une part presque équivalente musulmans, dont on va demander, à qui on demande de faire la preuve de leur citoyenneté. Et donc, vous avez des foreigners tribunals qui ont été créés de manière ad hoc et qui polarisent la société avec des camps de déportation qui ont été construits où il n'y a pas grand monde pour le moment, mais avec une peur, la peur des musulmans de se voir refoulés vers le Bangladesh, même ceux qui sont là depuis très longtemps, parce que faire la preuve de sa citoyenneté, de sa nationalité, c'est très difficile. On va commencer à aborder les questions de politique intérieure. Moi, j'ai 3 questions à ce sujet. La première, c'est la question du devenir de la Constitution. Bien sûr, on comprend que n'ayant pas la majorité absolue, ils ne peuvent pas changer la Constitution, me semble-t-il. Mais on peut se demander si quand même on ne va pas vers une révision sur certains points qui ne dit pas son nom, mais qu'ils y arrivent quand même, justement, avec tout un dispositif législatif comme celui que vous avez cité, du CAA, sur la citoyenneté. Oui, alors effectivement, ça c'est une question clé. Ça a été une question d'ailleurs qui a dominé la deuxième partie de la campagne électorale. Le Congrès a dénoncé la tentation de transformer la Constitution, d'amender la Constitution, que l'objectif de remporter 400 sièges qu'affichait le BJP reflétait. À partir du moment où le BJP a annoncé qu'il voulait 400 sièges, tout le monde s'est dit, mais pourquoi 300 suffisent? S'ils veulent 400, c'est qu'ils veulent la majorité qualifiée qui permet de réviser la Constitution. Et alors ça a été contre-productif. Ça a fait un effet de boomerang. Il y a un attachement à la Constitution qui est quand même très profond, notamment chez les basse-castes, encore plus chez les Dalits, et pour 2 raisons. C'est un intouchable, un Dalit, Ambedkar, qui a rédigé la Constitution. C'est leur titre de gloire. Et deuxièmement, dans cette Constitution, il y a des choses auxquelles ils tiennent beaucoup,
et en particulier les quotas, la discrimination positive, qui est déjà bien mise à mal, ne serait-ce que parce que les privatisations sont devenues tellement systématiques que le nombre de postes du secteur public, donc soumis à quotas, ne cesse de fondre. Alors ça, ce sont deux raisons, l'une symbolique, l'autre vraiment matérielle, qui ont détourné un grand nombre d'électeurs, notamment Dalits, du BJP. Et là, il y a une espèce de boomerang, de retour de flamme. Parce que oui, ils avaient ce projet. Alors, probablement que ce n'était pas ça d'ailleurs les priorités. Si jamais ils avaient pu réviser la Constitution, c'est beaucoup plus le sécularisme qu'ils en auraient éliminé, enfin, qu'ils auraient dilué, disons. Hein. Le mot sécularisme qui est dans le préambule, d'ailleurs, les gêne énormément. C'est pourquoi ils s'intéressent toujours ou ils publient toujours la version de la Constitution qui est originelle, pas celle révisée dans les 70 où le mot sécularisme a été introduit. Et puis, dans certains articles des droits fondamentaux, qui est la première liste dans la Constitution, vous avez des articles qui défendent les minorités, tant linguistiques que religieuses. Hein, article 14, il y a plusieurs articles. Et ça, c'est aussi des articles qu'ils auraient visés, parce que les minorités aient le droit d'obtenir de l'État des subventions pour leurs écoles, ça ne passe pas. On retrouve des débats qui ne sont pas totalement que étrangers. Voilà. C'est l'école, c'est qui va former les Indiens, les jeunes Indiens. Et pour eux, c'est clé. Hein. On parle du BJP, mais il faut penser que ça, c'est la, la pointe émergée de l'iceberg. En dessous, il y a toute la galaxie du RSS hein, qui n'a qu'une idée, c'est changer la société, la politique, bien sûr, mais c'est la société l'objectif, donc l'école, donc l'éducation. Et voilà, c'est sans doute ça qu'ils auraient envisagé de modifier. Ils n'ont pas les chiffres qui le permettent. Et du coup, la question que tu poses, on peut la revisiter. Quelles sont leurs marges de manœuvre maintenant? Non seulement ils n'ont pas 400 sièges, mais ils n'ont pas 272 sièges. Oui. Alors, leurs alliés, pour soutenir des projets de réforme qui aillent dans leur sens, ils vont y réfléchir à deux fois. Alors, pour deux raisons. Le GDU a une base de basse caste. C'est d'ailleurs le seul État dont le chef du gouvernement, Nitish Kumar, a organisé un caste census. On reparlera de ça si vous voulez, c'est très important. Le TDP, lui, a des électeurs musulmans. Alors, quand la question s'était posée dans les années 98-99 dans une coalition soutenant le gouvernement Vajpayee, qu'est-ce que les partenaires étaient prêts à soutenir? Eh bien, le BJP avait retiré trois de ses objectifs, construire un temple à Ayodhya, abolir l'article 370 donnant de l'autonomie au Cachemire et le code civil uniforme. De ces trois objectifs, il en reste un seul, qui peut-être serait celui qu'on essaierait de promouvoir par la loi, pas par la réforme de la Constitution, mais par la loi. Simplement, ses partenaires vont peut-être refuser de voter un texte comme ça. Tu veux dire le seul qui reste, c'est le code civil uniforme? C'est ça. Parce qu'en fait, c'est un long débat qui remonte à la constituante de 46, lorsque la question se pose de quel code civil pour les Indiens. Et les minorités ont leur propre code. Alors, c'est vrai des musulmans qui utilisent la charia comme source de droit, c'est vrai aussi de bien d'autres minorités. Hein. L'Inde a toutes sortes de minorités. Et plutôt que de prendre le risque de manifester une sorte d'hégémonie à l'égard des minorités, on avait simplement inscrit dans les Directive Principles, qui sont en droit bien plus faibles que les Fundamental Rights, un article disant « Et il faudra que l'Inde se dote d'un code civil uniforme ». Ça ne mange pas de pain. C'était il y a 70 ans, même plus. Le BJP a toujours dit il n'y a pas de raison que les minorités puissent utiliser leurs coutumes parce que nous, les hindous, nous avons réformé nos coutumes grâce au Hindu Code Bill, hein, qui normalise l'héritage. Les femmes sont censées, les veuves sont censées y avoir droit, qui normalise l'adoption. Les filles sont censées pouvoir être adoptées comme les garçons. Et puis qui normalise le divorce.
Euh, Et, et- et- et ça, bon, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais avalé, hein, qu'ils n'ont jamais digéré, les, euh, les traditionalistes hindous, parce qu'ils considèrent qu'ils ont réformé leur tradition et que les minorités ne l'ont pas fait. Il faut qu'on fasse la même loi pour tout le monde. Ils prétendent que ça avantage les musulmans. Oui, alors en particulier, il y a cette espèce de mythe suivant lequel la polygamie règne en maître parmi les musulmans. Vous avez d'ailleurs eu, pendant la campagne électorale, euh, ça, il faut le dire quand même, hein, c'est une campagne électorale qui a été détestable. Et notamment parce que le BJP, qui n'avait vraiment plus rien d'autre à montrer, sur le front économique, sur le front social, a enfoncé le clou sur le thème identitaire. Hein. C'est une campagne de polarisation suivant une ligne religieuse. Et l'une des choses que Modi a répétées, c'est les musulmans sont des infiltrateurs, hein, des gens qui sont venus illégalement, qui sont installés chez nous illégalement. Bon, ils sont là depuis quand même le XIIe siècle pour la plupart. Hein. Et deuxièmement, et puis ils sont des convertis, c'est des Indiens, c'est pas des gens qui viennent de l'extérieur. Et deuxièmement, il y a cette idée qu'ils sont, ils se multiplient comme des lapins. Hein. Donc il l'avait déjà dit, c'est très intéressant parce qu'en fait, il ne sort pas de cette espèce de leitmotiv. En 2002, sa première campagne électorale, hein, dans le livre que tu as cité, Gujarat Under Modi, je le cite in extenso, il avait eu cette formule Am Punch Amare Pachis. Hein. Alors, tous les indiphones ont reconnu. Nous sommes 5 et nous en avons 25. Nous sommes 5 parce un homme a 4 femmes, et nous en avons 25 parce que chaque femme a elle-même 5 enfants. Bon. Et ça, il l'a redit, et, et c'est un mythe parce que quand on regarde le recensement, la polygamie est plus développée chez les non-musulmans que chez les musulmans. Et c'est lié au statut économique, parce que avoir une famille aussi large, ça veut dire des moyens, et les musulmans, ils n'ont pas les moyens d'avoir des familles aussi larges. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas culturel aussi, mais en tout cas, ce n'est pas vérifié par le recensement. Alors, on a un problème, c'est qu'il n'y a plus de recensement. Hein. Donc, on se cale sur le recensement de 2011, mais le recensement de 2011 nous montre que la polygamie n'est pas un phénomène musulman. Ben, ça fait une transition avec une question autour de l'économie. Euh, alors, si mes chiffres sont exacts, mais je pense qu'ils sont très partagés, enfin, l'Inde a une belle croissance, hein, autour de 7% actuellement. Elle est la cinquième économie du monde. Même si elle a la 150e place pour la richesse par habitant. Euh, il a semblé que dans la campagne, Modi n'a pas trop détaillé, ne s'est pas trop montré fier de la réalité économique, de ses réussites entre guillemets économiques, moins en tout cas que la fois d'avant, me semble-t-il. Et qu'en quelque sorte, il s'était déplacé sur un autre terrain, on va y venir après, qui est plus le terrain religieux. Donc, bon, qu'est-ce qu'il en est de... Là, on manque de données. Là, on Ah, manque de données parce que nous n'arrivons pas à comprendre comment on arrive à ce chiffre de taux de croissance. Hein, les économistes qui euh, regarde la consommation des ménages, regarde la chute de l'épargne des ménages aussi d'ailleurs. L'épargne chute parce qu'ils font consommer, mais consommer, on n'y arrive même plus non plus. Lorsqu'on regarde l'ensemble des capacités de production inutilisées dans les usines, c'est absolument inouï. C'est pour ça que beaucoup de constructeurs automobiles se retirent du marché indien d'ailleurs. Hein. Bon, il y a une vraie discrepancy, comme on dit. Alors, on rentre pas dans ce débat, c'est trop compliqué, mais on a un problème de données, ça c'est évident, hein, et l'Inde est de plus en plus chiche en données. Hein. Il n'y a pas seulement le recensement qui en a pris un coup. Hein. On n'a plus le National Sample Survey, qui était l'INSEE indienne, qui était un monument statistique, hein, reconnu à travers le monde. Hein. A été privé de ses meilleurs statisticiens dont on a retiré les productions lorsqu'elles ne plaisaient pas en haut lieu. Hein. On a eu tout récemment juste un exemple. Hein. En 2019, juste avant le début de la campagne, le survey habituel
que le NSS produit et qui montre que pour la première fois depuis qu'on a des statistiques, le pourcentage d'Indiens vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté. Aussitôt, on retire le document, les 2 statisticiens qui l'ont produit sont éconduits. Vient un autre document de National Family Health Survey. Cette fois, on découvre que le taux d'anémie, alors de sous-alimentation des enfants, des femmes, explose. 63%, ce qui est énorme. Résultat, on retire, on démet de ses fonctions le directeur de l'Institut et on retire l'anémie de toutes les enquêtes désormais organisées. Non, c'est pour vous donner une idée du problème auquel on est confronté. On se retrouve privé de recensement, privé de National Sample Survey data, et quand on nous donne des chiffres à voir, ils ne correspondent pas à ce qu'on observe. Alors, ceci mis de côté, de fait, Narendra Modi n'a certainement jamais cherché à se prévaloir de réussite économique parce que le ressenti du côté de la société est tout autre. Et le taux de chômage en particulier devient un sujet de mécontentement considérable, notamment dans la jeunesse. Alors, on est obligé de se recaler, de se reposer principalement sur des chiffres d'instituts privés, hein, et notamment la CIME. Si vous avez besoin de chercher des statistiques sur l'emploi, c'est là la meilleure source aujourd'hui. Et elle nous dit que environ un quart des jeunes Indiens, hein, 18-25 ans, est au chômage et un quart dans une population aussi importante, ça fait du monde. Euh, alors même que les femmes s'abstiennent d'essayer de trouver un emploi. On a une espèce de repli des sœurs hein, qui ne veulent pas faire la concurrence aux frères, priorité aux garçons, du marché du travail. Et donc on a un taux d'emploi des femmes dans la population active qui est très très bas, qui doit être autour de 16%, quelque chose comme ça. Donc voilà, une société qui a énormément de tensions en termes socio-économiques. Et ça, c'est, je dirais, plutôt pour les urbains. Hein. Ce que je vous donnais comme chiffres, c'est des chiffres urbains. Hein. Quand on est à la campagne, on ne veut pas être au chômage, hein, on travaille. Mais la jeunesse urbaine est victime d'un chômage de masse, tandis que dans les campagnes, on a des problèmes dont vous avez eu forcément l'écho quand même. Hein. Le mouvement des paysans, ça a duré 2 ans. C'était pas simplement parce qu'on ne voulait pas que la grande distribution, Ambani, Adani, prenne le pouvoir dans les campagnes. C'est aussi parce qu'on voulait absolument des prix de soutien. Hein. Il y a un problème de revenu. Le revenu paysan, ça c'est un problème dans le monde entier. Hein. Le revenu paysan ne cesse de baisser en termes relatifs par rapport aux revenus des urbains. Et du coup, bah, c'est de là que vient la pauvreté de masse. Hein. Et quand les statistiques de 2019 sont sorties et qu'on a vu la courbe de la pauvreté se redresser, c'était à cause des ruraux. D'une économie informelle, surtout dans les villes, qui continue de Oui, faire vivre ou mal vivre quand même des millions de personnes. oui, 80% des travailleurs ne sont pas sur ce qu'on appelle le payroll. Hein. Ils ne sont pas salariés du tout. Alors, ce qui n'était pas rédhibitoire tant qu'il y avait de la croissance, de la prospérité, ce qui a été vraiment dur pour ce secteur de la société indienne, c'est la démonétisation de 2016. Parce que vous retirez 80% de la masse monétaire alors que ces gens sont payés à la journée et que s'ils n'ont pas les billets de banque qui permettent le soir de payer le logeur, eh ben, il faut qu'ils aillent chercher ailleurs. Là, ça, puis le lockdown, le confinement décidé en quelques heures en 2020, qui a jeté sur les routes des millions de personnes parce qu'il n'y avait plus d'usines dans lesquelles on pouvait travailler, il fallait retourner au village. Alors, ce que on a l'impression de voir, d'ailleurs, c'est une re-ruralisation de la société indienne. Ceux qui sont rentrés au village ne sont pas tous repartis à la ville. Et ce n'est pas bon signe en termes d'économie. Chose qui s'ajoute à l'érosion de la part du manufacturing dans l'économie indienne. C'est très intéressant de voir comment se compose le PNB indien. Vous avez plus de 50% de l'économie qui est faite par les services. Le manufacturing
15%. Et c'est une érosion permanente. Hein, on était à 18 au début du siècle. On ne consomme pas des produits qu'on a fabriqués. On consomme des produits chinois. Le déficit commercial de l'Inde et de la Chine a passé les 125 milliards de dollars. C'est le premier partenaire commercial. C'est avec lui qu'on a le plus gros déficit. Du coup, on a une situation vraiment très compliquée parce que on se retrouve à dépendre pour son économie et donc sa consommation du meilleur ennemi, on reviendra sur un Chine sans doute, qu'on est. Et alors, c'est pas qu'on dépend de lui seulement d'ailleurs pour le manufacturing, pour les produits manufacturés, c'est aussi qu'on a maintenant aussi besoin des Chinois pour des investissements, voire pour des infrastructures. Alors, on ne le dit évidemment pas, hein, mais la plupart des grands travaux d'infrastructure qui viennent d'être réalisés à Bombay, made in China. La grande statue d'ailleurs de Patel qui a été faite, la statue de l'unité au Gujarat, made in China. Ah, c'est pas bon pour l'industrie indienne parce que ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de produire soi-même ce dont on a besoin. Il y a un problème d'industrialisation. On a un surcroît de population dans les campagnes. On ne fait pas la révolution industrielle qui, partout dans le monde, a fait qu'on pouvait reverser le trop-plein de main-d'œuvre rurale dans l'industrie. Et donc, est-ce qu'on peut dire que les inégalités augmentent? Ça fait le lit d'une augmentation des inégalités, tout ça. Oui, alors ça, c'est très compliqué et il faut voir les travaux des économistes sur le sujet parce qu'ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Vous avez tous entendu parler du Inequality Lab de Thomas Piketty et de Lucas Chancel. C'est toute une équipe qui d'ailleurs travaille vraiment depuis longtemps sur l'Inde et dont on peut suivre les travaux avec fruit. Eux montrent que si on regarde le 1%, la fine pellicule de ceux qui ont les revenus les plus élevés, l'Inde est redevenue aussi égalitaire qu'à l'époque coloniale, grâce à l'enrichissement considérable de ces gens. Hein. Bombay étant maintenant la ville où vous avez le plus de milliardaires en dollars en Asie. Ils ont dépassé Shanghai. Bombay, qui est évidemment le lieu où vous avez aussi la demeure de Mukesh Ambani, qui est une demeure. Alors, si par contre vous regardez euh, le coefficient de Gini, qui est une autre façon de calculer, et que du coup vous écartez les extrêmes. Et si vous écartez votre 1%, vous écartez les extrêmes qui distordent quand même la courbe. Vous avez le sentiment qu'il y a moins d'inégalités, mais vous avez aussi le sentiment qu'il n'y a pas de classe moyenne. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, oui, quand on enlève les extrêmes, et ce n'est pas le 1%, c'est le 10% qu'il faudra enlever. Hein. Il y a 10% de riches, oui. Mais alors en dessous, on a un vrai déficit de classe moyenne. On a en fait c'est pas la misère, hein, mais c'est la pauvreté. Et du coup, ça se voit dans les patterns de consommation d'ailleurs, hein, dans les modes de consommation. Et il y a beaucoup de produits qui ne trouvent pas preneur parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat. Et qu'il n'y ait pas de classe moyenne, un gros impact sur la société, la culture, enfin, c'est très, très important. Christophe, on peut peut-être faire une pause pour prendre une ou deux questions, trois ou quatre même. Voilà, s'il y en a, soit dans la salle, soit en ligne. Pas de questions en ligne. Alors oui, je vous en prie. On va prendre les questions dans l'ordre. Oui, oui, et je vais les répéter pour que ceux qui sont en ligne, s'ils ne les ont pas entendus, puissent savoir de quoi on parle. Alors, la première question de Hanou, qui est un des cofondateurs des Forums France-Inde, c'est d'abord la question piège. Hein. Pourquoi n'a-t-on pas truqué les élections? Est-ce que c'est parce qu'on était sûr de les gagner? Alors, la comparaison avec les trois autres élections est un tout petit peu abusive parce que dans les trois autres cas, l'opposition a gagné. Là, attention, je sais, tout le monde pense que c'est une victoire. Non, le Premier ministre d'hier est le Premier ministre de demain.
Donc, c'est pas comme en 77 ou en 2004. Non, il faut faire attention à pas extrapoler. Mais c'est vrai qu'il y a des points de comparaison intéressants. Et je pense que dans les trois cas, en tout cas dans le cas d'Indira de 1977 et dans le cas de Rajapakse, le roi est nu et personne ne le dit. Ce pouvoir absolu qui fait que personne n'ose dire ce qui est vrai, ce que l'on a entendu, parce que sinon on craint les foudres du pouvoir, ça c'est le vice de tous les autocrates. Il n'y a pas un autoritaire qui échappe à ce défaut dans sa cuirasse. J'en veux pour preuve les sondages qui nous ont été présentés l'avant-veille du dépouillement et qui donnaient tous la majorité absolue au BJP, au peu s'en faut. Même les sondeurs n'osaient surtout pas dire. Alors, on peut dire carrément un cran au-dessous. Même les électeurs n'osaient pas dire aux sondeurs pour qui ils avaient voté. Et c'était très compliqué du coup, parce que si ni les électeurs, ni les sondeurs, ni les conseillers ne disent ce qui se passe, bah, celui qui est tout en haut, comment est-ce qu'il pourrait le savoir? Donc, on peut penser qu'effectivement, il y a ce défaut d'information. On peut penser deuxièmement que oui, elles ont été truquées les élections. Mais attention, on est quand même dans un système où il y a encore des observateurs dans les bureaux de vote, il y a encore des fonctionnaires qui savent que peut-être que le maître de demain ne sera pas celui d'aujourd'hui et qu'il faut préparer un peu son propre avenir. Donc là, il faut vraiment y aller franco pour que ça fasse une vraie différence quand on a une telle vague, parce qu'il y a quand même une, une vague. Donc, truquer n'est plus aussi facile quand on a en face de soi une opinion qui s'est retournée. Et c'est ça le point intéressant. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'aime bien la comparaison avec Erdogan, Orban, Kaczynski. On est dans des systèmes partout, national-populistes, où le leader doit prendre le risque de l'élection pour pouvoir dire je suis le peuple et ma légitimité l'emporte sur toutes celles des institutions. S'il n'a pas le mandat populaire, il n'a pas la légitimité. Il lui faut prendre le risque de l'élection. Il y a un risque. Alors il est calculé. On a mis les moyens. Je sais si on a dépensé de l'argent du côté du BJP, probablement à nouveau 3 à 4 milliards de dollars, comme la dernière fois, on le saura bientôt parce qu'il y a des évaluations qui vont sortir, soit autant que toute l'opposition réunie. Hein. En plus, on avait gelé les comptes du Congrès. On avait vraiment fait en sorte que, bah oui, au niveau des finances, ça porte. Deuxièmement, les médias ont été sommés ben, de couvrir comme il fallait la campagne. Donc, le risque est calculé. On fait tout pour mettre le maximum de chances de son côté. On cherche à distordre la compétition électorale, mais il y a compétition électorale. Et si, à la base, les électeurs veulent que ça change, dans un nombre suffisamment nombreux, ça change. Et Kaczynski a perdu, Erdogan a perdu les municipales. Voilà, vous voyez, il y a que. Et Bolsonaro a perdu, et Trump a perdu. Que vous avez quand même là un nouveau type de régime politique qui n'est pas celui qu'on qualifie de fasciste ou que l'on assimile à la Russie ou à la Chine. Non, c'est un autre système. C'est un système où il faut gagner les élections. Et donc, il faut prendre un risque. Et ce risque, il est plus ou moins calculé. Bon, c'est une longue réponse sur une question courte. Je vais essayer de faire une courte réponse sur une question longue. Parce que la deuxième, évidemment, on pourrait faire l'histoire de cette idée de l'opposition. Là, la question de Hanou, c'est pourquoi est-ce qu'il aura fallu attendre si longtemps pour que l'opposition s'unisse? Deux raisons. La première, c'est que chacun veut garder sa boutique. Mon verre est petit, mais je bois dans mon verre. Je ne contrôle que mon état, mais au moins je le contrôle. Et si je m'associe à d'autres, d'une part, je dilue ma propre identité et l'ego de ces chefs de partis régionaux est juste inouï. Mamta, Akhilesh, Nitish, la liste est très longue, Staline. Bon. Et deux, c'est pas facile hein, de passer à l'opposition. Vous en avez des pressions. Le BJP est, en tant que gouvernement, expert en raids, comme on dit, hein, de redressement fiscaux.
On vous met derrière les barreaux pour un oui, pour un non. Arvind Kejriwal s'est retrouvé en prison au début de la campagne électorale. Soren y est encore. Ah oui, prendre le parti de l'opposition, c'est quand même faire preuve de courage. Ça, c'est le bâton. Et puis, il y a la carotte. Combien ont fini par passer au BJP? Cette fois-ci, et ça, c'est un chiffre vraiment très intéressant, un quart des candidats du BJP étaient des députés de l'autre camp. On avait réussi à faire passer ceux qui pouvaient remporter, au Pakistan, on les appelle les electables, hein, ceux qui sont particulièrement éligibles. Ils avaient fait ça au niveau des États. Hein. Ce n'est pas parce que vous gagnez l'élection que vous prenez le pouvoir en Inde. Hein. Le Congrès a gagné les élections au Karnataka, les élections au Madhya Pradesh, et puis le surlendemain, on a acheté tous les députés qui permettaient de le priver du pouvoir. Donc il y a ça aussi. Il y a la carotte, il n'y a pas que le bâton. Et every man has a price. Tout le monde est à vendre. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Est-ce que Nitish et Naidu sont à vendre? Ça va être une question importante pour la suite. Ah oui, ah oui. Alors, Yogen, on se connaît depuis 35 ans, 40 ans avec Yogen, et un jour, je rendrai public le SMS que je lui ai envoyé en 2013. Parce qu'il fait maintenant des choses dont on a parlé il y a plus de 10 ans. Oui, il a été très important dans notamment le conseil euh, de Raoul vis-à-vis de la paysannerie. Parce que Yogendra Yadav connaît le mouvement paysan, vient lui-même du mouvement paysan. Et les syndicats de fermiers, les mouvements paysans, en plus, il est de Delhi, donc il connaît bien toute cette région, Punjab, Haryana. C'est même plutôt de Chandigarh, son coin. Il a joué un grand rôle dans le conseil et c'est celui qui a fait comprendre à Raoul qu'il ne fallait pas seulement faire de la politique, il fallait aussi faire de ce parti un mouvement social. Et que si on voulait changer pour de bon et pas seulement pour le temps d'une élection, la trajectoire qui avait été donnée à l'Inde, c'était au niveau du terrain qu'il fallait travailler parce que au niveau du terrain, c'était le RSS qui tenait la corde. Et donc, tout ce travail et ces yatras et les élections, hein, réfléchissez à une chose aussi, pensez à une chose qui est très importante. Le Congrès a réussi à organiser des élections pour élire les présidents des District Congress Committee, des Pradesh Congress Committee, c'est-à-dire qu'il a redonné une vitalité démocratique à la structure du parti. Aucun autre parti ne le fait. Hein. Il n'y a pas d'élection pour désigner Akhilesh Yadav, pour désigner Mamata Banerjee. Bon. Et pourquoi est-ce qu'on a du coup Kargé à la tête du parti? On a quelqu'un qui a été élu. Rappelez-vous, il était candidat contre Shashi Tharoor. Et c'est lui qui a gagné. Et c'était un excellent pari, un homme de terrain. Ça, c'est ça, c'est la patte de Yogendra Yadav. Alors, tout dépend ce qu'on entend par libéral. Parce que il y a un versant de cette politique qu'on peut considérer libéral, c'est la privatisation. L'idée que ce n'est pas à l'État de raffiner le pétrole, c'est pas à l'État de faire les turbines pour les centrales hydroélectriques, on privatise tout ça. Les médicaments, on privatise. Ça, on peut dire que c'est libéral parce que c'est le retrait de l'État de l'action économique. Mais dans la plupart des cas, ces privatisations vont à quelques oligarques et dans oligarques, il y a oligopole. En fait, vous avez maintenant une demi-douzaine d'hommes d'affaires à qui on a donné les ports, les aéroports, euh, les, euh, les grandes infrastructures, pratiquement, enfin, quand on a privatisé en tout cas. Hein. Bon, le champion en toute catégorie, c'est Gautam Adani. Je ne sais pas si vous avez vu le cours de bourse de Adani avant-hier. Tout un programme. C'est-à-dire que, évidemment, à partir du moment où vous avez un homme d'affaires qui est tellement la créature d'un homme politique, et ils se tiennent tellement par la barbichette, hein, les 3 milliards de dollars d'une campagne électorale, ils ne sortent pas de n'importe où. Ils ont été forcément donnés par des hommes qui, en retour, ont des avantages. Le moment où le chef politique, dont on dépend tellement pour son avenir économique, a un genou à terre, le cours de bourse perd 20%. C'est quand même pas rien.
Et donc, on est dans une économie libérale, mais patrimoniale ou oligopolistique, oligarchique, ce qui n'est pas vraiment quelque chose que le libéralisme considère comme normal, parce que du coup, il n'y a plus de concurrence. Et d'ailleurs, ils mettent une barrière à l'entrée. Les compétiteurs étrangers qui veulent rentrer sur des marchés que tiennent ces grands acteurs ont beaucoup de mal. La téléphonie mobile, par exemple. Bon, Gautam Adani, pardon, Mukesh Ambani, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Mukesh Ambani tient la téléphonie mobile. Euh, Vodafone a souffert, hein, parce qu'on change la règle du jeu quand il faut pour que M. Ambani continue à avoir une position tellement dominante. Ça, c'est pas du libéralisme, c'est au contraire, bah, on peut dire, du protectionnisme, hein, plus ou moins déguisé d'ailleurs. Il y a des barrières non tarifaires, hein, mais alors maintenant, est-ce qu'il va falloir qu'il fasse plus? Il va falloir qu'il fasse plus en termes de lutte contre les inégalités principales. Parce que c'est ça, le retour de bâton que le BJP enregistre aujourd'hui, c'est quand même largement de la part de ceux qui n'y arrivent plus et qui finissent par ne pas se satisfaire de compensations symboliques. Oui, c'est bien de construire un temple, ok, mais il y a un moment où on a besoin d'autre chose. Et donc là, créer des emplois, redistribuer, c'est vraiment décisif. Est-ce qu'il va le faire? Il y croit vraiment, enfin, il est vraiment supply side, hein, il est vraiment politique de l'offre, hein. Ça, il l'a toujours été au Gujarat déjà, c'était ça. Et deuxièmement, on ne peut pas dire que les caisses de l'État soient garnies d'une manière telle qu'on puisse faire de la redistribution sur grande échelle. Parce que dès que vous mettez un peu d'argent dans la machine, vous avez 1 milliard de personnes à servir, hein. Euh, donc, il va y avoir un vrai enjeu là, hein, un vrai enjeu. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme programmes sociaux pour qu'on désamorce cette colère qui s'est traduite, notamment en Uttar Pradesh, notamment dans le Nord, par un vote contre, un vote sanction. Vous savez, oui, mais ils sont coincés dès lors que personne n'investit. Alors ça, c'est une autre donnée absolument terrifiante, le taux d'investissement en Inde. Taux d'investissement au plus bas et continuant à s'éroder. C'est incroyable. Alors, on n'investit pas, mais par contre, en bon oligarque, on met beaucoup d'argent à l'extérieur. Et ça, d'ailleurs, c'était un des grands enjeux de l'élection de 2014, hein. Euh, et il y aurait certainement, dès lors si on avait une politique fiscale, rien que ça, une politique fiscale qui permette de gonfler les ressources publiques pour des investissements productifs. Là, vous avez une manne. Le taux, le ratio impôt sur le revenu PNB est de l'ordre de 12-13%. Il n'y a que le Pakistan qui fait mieux, 9%. Nous, on est à plus de 40, hein. C'est juste un autre univers. Et donc, c'est aussi pour ça que vous avez ce 1%, hein, qui capte l'équivalent de 50% des revenus des autres. Donc, ce n'est pas forcément une fatalité. Il faudrait investir pour investir, redistribuer, pour redistribuer, taxer. Il y a toute une politique de l'impôt à remettre en œuvre, que Manmohan Singh avait commencé à remettre en œuvre. On avait, à la fin de Manmohan Singh, plus d'argent qui rentrait grâce aux impôts directs que grâce aux impôts indirects. Ils ont complètement renversé la vapeur. Il y a plus d'argent qui rentre grâce aux impôts indirects, les plus injustes de tous. Les taxes sur les produits pétroliers, par exemple, vous payez l'essence à un prix fou en Inde parce que les taxes sur les produits pétroliers sont énormes et là, tout le monde les paye, bien sûr, hein. Et il y a moins d'argent qui rentre grâce aux taxes directes. C'est la politique pro-rich, hein, ça, c'est blatant, comme on dirait en anglais. C'est vraiment. Et un autre temps de notre rencontre, parce que je vois que l'heure avance. Et je voulais vous poser quelques questions autour de l'impact sur la société, de la culture au sens large. Une première qui serait celle-ci. L'idéologie hindutva, dans laquelle Modi puise son registre principal et préféré, enfin à l'intérieur de l'Inde, je ne parle pas à l'extérieur,
Qui fait qu'il a brouillé finalement les frontières entre être un chef d'État ou être un grand prêtre. Quand on le voit, entre autres, inaugurer le temple d'Ayodhya, c'est tellement évident. Est-ce que sur ce point, tu penses qu'il va y avoir une certaine... Enfin, ils vont la mettre un peu en sourdine, cette idéologie hindutva, ou pas? Comment tu sens la chose? C'est difficile à dire tout de suite parce qu'on ne sait pas encore le rapport de force qui s'enclenche. Euh, c'est le fonds de commerce numéro un quand même. Et si il l'abandonne, il peut être doublé sur sa droite par Yogi Adityanath. Et là, on rentre dans une heure. Là, il faudrait quasiment avoir un tableau noir avec avec des flèches parce que pourquoi pas? Non, parce qu'on va avoir maintenant une nouvelle donne, hein. Ça sent le fin de règne quand même, tout ça. Donc, les couteaux s'aiguisent, hein. Et celui qui est à l'affût, c'est Yogi Adityanath, qui a été élu 2 fois à la tête du plus grand État de l'Inde, l'Uttar Pradesh, qui va avoir à défendre son mandat dans 2 ans et, et qui est inquiet quand même, parce que euh, Modi et Amit Shah d'ailleurs aussi sont soucieux de ne pas partager le pouvoir. D'ailleurs, ils ne voulaient pas qu'il prenne la tête de cet État parce que c'est un point de pouvoir énorme, hein. En 2022, il l'avait invité à rejoindre le gouvernement national. Il a dit non, 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 moi je suis très bien où je suis. Je ne vais pas venir dans la cour euh, de Modi. Donc voilà, on a un homme qui a sa base, qui a son État, qui n'est pas du RSS, qui n'est pas du Sérail. Il vient d'une autre écurie, hein. C'est une écurie ancienne de prêtres, hein, des Mahants. Les Mahants, Monastique. voilà, c'est des Mahants de Gorakhpur, de la secte des Gorakhnath, enfin des Naths, hein. Gorakhnath, c'est le fondateur. Alors, une secte d'ailleurs à l'origine très syncrétique, hein, et qui était en relation avec les musulmans, avec les soufis, mais comme tous, hein, tous ces yogis dialoguaient avec les soufis et, et quelques siècles plus tard, c'est le contraire. Mais Digvijayanath dans les années 20-30, et puis Avedyanath dans les années 70-80, et maintenant Yogi Adityanath sont comme ça les descendants d'un lignage qui a une autre légitimité que celle qui vient du RSS. Et c'est la première fois qu'on a un prêtre qui joue un rôle politique à ce point, bien sûr. Donc voilà, ça c'est la première variable à mettre en facteur, hein. Oui, adoucir la l'Hindutva, c'est créer un espace. Tous les partis d'extrême droite en Europe le savent, hein. On se recentre et voilà, hein, on a une extrême droite et l'extrême de la droite déstabilise la droite et la première extrême droite. Donc la deuxième chose qui est gênante, qui est difficile, mais c'est lié à la première, c'est que vous avez quand même depuis 10 ans des mouvements qu'on appelle vigilantistes. C'est intraduisible. Ce sont des groupes de justiciers qui, au nom de l'hindouisme, une cause sacrée, exercent une police culturelle. On ne peut pas faire mieux que de faire 3 phrases pour dire ce que c'est que ce vigilantisme. Et ce sont des gens qui pèsent maintenant beaucoup sur la société indienne, parce que ce sont eux qui mettent en musique la campagne contre ce qu'ils appellent le love jihad, hein. Le love jihad, pour eux, c'est cette capacité que les jeunes musulmans ont à séduire les jeunes hindous, eux, pour les convertir, pour les épouser, pour avoir des enfants maintenant musulmans. Donc, ils patrouillent sur les campus pour vérifier que les jeunes musulmans ne parlent pas aux jeunes hindous. Et quand c'est le cas, ça se passe mal. Le moment, l'acmé de cette campagne, c'est bien sûr la Saint-Valentin, qui est une mine d'or, hein. C'est un filon inépuisable, mais qui montre qu'ils sont à la manœuvre. Bon, ça, c'est du contrôle sociétal. On le voit aussi vis-à-vis de ce qu'ils appellent le land jihad. Le land jihad, c'est empêcher qu'un hindou vende son appartement ou sa maison à un musulman dans une zone mixte, parce qu'on ne veut surtout pas de mélange, hein. Là, on rejoint des choses très profondes, hein. On rejoint la caste, hein. On rejoint le système
qui veut qu'il y ait une altérité radicale et il n'y a pas de mélange possible, hein. Et c'est pareil, ça se passe avec beaucoup de muscle power. Et puis, il y a, plus important encore, le mouvement de protection de la vache, parce que c'est ce mouvement-là qui a donné naissance au plus grand nombre de groupes vigilantistes, hein, les Gauraksha, le Gauraksha Dal, le parti de la protection de la vache, qui a patrouillé lui aussi les autoroutes de Delhi, Chandigarh, Punjab, Haryana, Rajasthan. À chaque fois, c'est la même idée, hein, un paysan musulman peut ramener une vache dans son camion. Est-ce que c'est pas pour l'amener à l'abattoir? Donc on contrôle, il y a des checkpoints. Alors quand ça se trouve qu'il y a un musulman avec une vache dans son camion, c'est un cas de lynchage ou en tout cas de passage à tabac assez systématique. Bon, ces gens ont maintenant une organisation, un réseau, un poids. Il faut leur donner un minimum de grain à moudre. Si on dilue trop la politique de l'Hindutva, ils peuvent d'abord rejoindre Yogi Adityanath et puis deuxièmement devenir bon, des opposants sur le terrain. Ça, c'est un pôle. L'autre pôle, c'est on est en coalition et on ne pourra pas ignorer les attendus, les expectations, les attentes, pardon, de ses partenaires. Et c'est un test, on va voir. On va voir si Nitish Kumar et Naidu ben, sont suffisamment soucieux de leur base électorale, de leur image, parce que c'est des gens qui viennent de complètement ailleurs, hein, qui viennent de la gauche, qui viennent du high-tech aussi, pour ce qui est de Naidu. Enfin, c'est des modernes, hein, c'est des progressistes, comme on dirait. Est-ce qu'ils vont le laisser continuer à jouer la carte de l'Hindutva? Est-ce que lui-même trouvera que c'est pertinent? Là, c'est trop tôt pour le dire. Mais c'est une vraie question. On va voir aussi si ces thématiques sont profondément incrustées dans la société civile indienne, quand même. Jusqu'à quel point? Parce qu'on a maintenant au moins 2 générations d'Indiens qui, dès l'école primaire, ont été nourris au lait de l'Hindutva. Et moi, en tant qu'historienne, c'est une question qui me travaille évidemment. Cette reconstruction de l'histoire qui est quand même inimaginable et qui depuis, je sais pas, 15 ans, peut-être même un peu plus, est abondamment illustrée dans les livres de classe. Alors, ces petits Indiens, comme histoire, ils n'auront connu que ça. Et donc, on peut se poser la question de savoir euh, si là, il peut y avoir, je ne sais pas s'il faut dire un retour en arrière, mais au moins si on peut limiter l'empreinte de cette hindouité tellement virulente et englobante aussi, de telle manière que depuis le livre d'histoire jusqu'au temple d'Ayodhya, en passant à toute la thématique anti-musulmane, il y a quelque chose qui enveloppe les gens dans une idéologie. C'est la vraie question, parce que le politique passe, le social reste. Mais absolument. Et on peut changer les dirigeants si, à la base, la société ne retrouve pas un sens de la coexistence des communautés, ça n'aura pas eu un grand effet. Et ça, c'est typiquement le genre d'enjeu dont Raoul Gandhi est parfaitement conscient, ce qui fait d'ailleurs qu'il s'intéresse moins à prendre une position politique qu'à travailler sur le terrain. Sauf qu'une position politique, il faut bien que quelqu'un l'occupe. Donc, ça fait un dilemme, ça crée un dilemme. Mais je trouve que ça, c'est une vraie question au niveau de la société. D'autant plus que, bon, tu parlais de ces oligarques. Bon, je crois qu'il y a des regroupements au niveau des médias qui sont tellement, des concentrations qui sont tellement importantes que, alors, les voix dissidentes, euh, quelle place elles ont? Est-ce qu'elles vont avoir un peu plus de place, un peu plus de liberté? C'est trop tôt pour le dire, je pense. Non, parce que cette campagne électorale, justement, a été très intéressante de ce point de vue.
Effectivement, il n'y a plus une seule chaîne de télévision qui ne soit pas entre les mains d'un ami du pouvoir. Ça, c'est terminé. NDTV est tombé dans l'escarcelle de Gautam Adani il y a 2 ans. Il n'y a plus une chaîne. D'ailleurs, il n'y a plus une chaîne qui donne un sondage fiable. C'est simple que ça. Par contre, il y a les réseaux sociaux. Et alors, ce que l'on voit, c'est combien les réseaux sociaux que l'on dénigre, parce que ce sont des canaux de communication des populistes, évidemment, sont aussi l'alternative. Alors, vous avez des chaînes de télévision YouTube qui sont suivies par des centaines de milliers de personnes. Ravish Kumar est regardé tous les jours par 350 à 400 000 personnes en même temps. Mais ce n'est pas le seul. Barka Dutt, tous ceux qui ont dû quitter les journaux, qui ont dû quitter les chaînes de télévision, parce qu'ils ne voulaient pas rentrer dans ce jeu, et bien, ils ont créé leur chaîne. C'est extraordinaire. Et là, vous voyez combien, ah oui, les médias sociaux, c'est aussi une alternative. C'est un peu comme les radios libres, hein. C'est un peu comme quand on avait l'héritage de l'ERTF, bon, ben, on a respiré le jour où on a pu entendre d'autres choses. Et ça montre que oui, il y a encore un goût pour le pluralisme, la diversité, le dissent. Ça n'est pas mort, ça. Et c'est quand même très rassurant. Alors, ce qui est vrai, c'est que on ne sait plus qui sera le maître demain. La meilleure définition de la démocratie, c'est celle de Prevosky, The Institutionalization of Uncertainty, l'institutionnalisation de l'incertitude. Quand vous ne savez pas qui sera le gouvernant de demain, vous faites attention à ne pas cirer les pompes de celui qui est au pouvoir aujourd'hui, en tout cas pas trop, parce que si ça se trouve, demain, par parenthèse, c'est ce que les Français n'ont pas su faire quand Raoul Gandhi est venu à Paris, hein. Bon, parenthèse refermée. Mais il faut toujours prévoir, quand on est en démocratie, en tout cas quand on vote, ce qui pourrait advenir en cas d'alternance. Et les médias sont les premiers placés de ce point de vue-là. Enfin, sont les médias, les bureaucrates, les juges, enfin, tous ceux qui dépendent quand même de celui qui un jour dirige le pays. Donc oui, je pense que on a commencé à le voir d'ailleurs, hein. On a commencé à poser des questions à Narendra Modi. On n'a pas eu de débat, hein. Ça, il ne faut pas trop en demander quand même. Il n'y a pas eu de débat télévisé. Mais on a commencé à poser des questions. Parce que jusqu'à présent, on lui demandait comment il faisait pour dormir si peu, pourquoi, quelle mangue il aimait le plus, etc. Bon, là, on a lui demandé quand même des trucs un peu politiques et sociaux. C'est encore timide, mais peut-être que c'est une amorce de changement. Bon, je vois qu'il nous reste assez peu de temps, alors peut-être juste une ou deux questions sur l'incidence sur la politique extérieure. Bon, alors là, c'est une question énorme, bien entendu, mais je vais peut-être la poser autrement pour restreindre un peu. Comment est-ce que certaines grandes nations du monde ont regardé ou regardent les résultats de ces élections? Est-ce que tu as déjà une idée? Comment on voit ça depuis la Chine, par exemple, ou depuis les États-Unis? Oui. Alors, depuis la Chine, on voit très peu l'Inde, hein, en fait. C'est très intéressant de voir cette espèce d'obsession chinoise que cultive l'Inde, et pour de bonnes raisons, parce qu'ils sont sous pression. Alors, ils sont sous pression dans l'Himalaya, hein, puisque l'armée chinoise, quand même, grignote du territoire indien, et puis ils sont sous pression dans le voisinage, parce que la Chine a mis un pied à Sri Lanka, a mis les deux pieds aux Maldives, et déjà depuis longtemps au Pakistan, et puis évidemment Bangladesh. Bon. Mais le contraire n'est pas forcément clair. Bon. Ce qui est certain, c'est que la politique de rapprochement des États-Unis que Modi a suivie déplaît aux Chinois. Déplaît fortement aux Chinois, oui. Voilà. Et le Quad, par exemple, alors c'est très paradoxal parce que ils ne sont pas contents de voir les Indiens se rapprocher des Américains, mais c'est eux qui les poussent dans les bras des Américains. Hein, quand en 2020, au printemps 2020, 20 soldats indiens sont tués par des attaques chinoises, c'est le moment où les Indiens décident que le Quad doit être
plus rehaussé, voilà, au niveau ministériel. Bon, alors les Chinois vont regretter une décision dont ils sont à l'origine, en vérité. Et je serais vraiment très intéressé à savoir qui fait la politique de l'Inde en Chine. J'imagine qu'il y a quand même des spécialistes et ça, qui n'est pas compris l'impact. Bon. Par contre, de façon plus générale, euh, les, 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 les amis de l'Inde, les partenaires de l'Inde, vont forcément s'inquiéter de la dilution de ce qui était perçu comme une grande qualité de l'Inde. Il y avait une chaîne de commandement. Et quand on avait une bonne relation avec le chef, c'est pas la peine de se fatiguer à multiplier les contacts. Ça va quand même sans doute ne plus être aussi vrai. Il va y avoir probablement quand même. On verra hein, les postes ministériels, le TDP et le GDU ont fait leur liste. Hein. Ils en demandent des ministères. Hein. On va voir qui aura le ministère des Affaires étrangères. Si c'est Jaishankar qui y reste, on a de la continuité garantie. Mais après, il y aura peut-être un Minister of State, hein, un secrétaire d'État. Bon. L'autre chose, bien sûr, c'est nos démocraties occidentales qui ont quand même Oui, fermé les yeux sur l'essentiel de ce que tu disais. oui. Euh, alors, ils avaient retiré son visa, les États-Unis en tout cas, à Modi après le pogrom de 2002. Ils lui ont déroulé le tapis rouge en 2014 et tout le monde a fait de même. Mm. Incroyable, c'était un paria. Hein. Oh, c'est Ah, ouais, incroyable, incroyable. le pouvoir lave très blanc, le pouvoir blanc Ouais. lave. Bon, maintenant, c'est vrai que il y avait depuis quelque temps tout de même des inquiétudes parce que c'est pas seulement la question des minorités, c'est aussi la question des libertés, la question de l'état de droit. Bon, et des inquiétudes qui sont redoublées par le fait que le nationalisme hindou se répand en diaspora. Et donc, dans des pays comme le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, vous avez des diasporas qui sont infiltrées, entre guillemets, en tout cas que le RSS cherche à contrôler. Et il y a des branches du RSS dans tous ces pays. Vous avez des syndicats étudiants nationalistes hindous qui sont dans tous ces pays. Et vous avez eu tout récemment l'assassinat d'un leader sikh accusé de séparatisme, citoyen canadien au Canada. Bon, ça, ajouté à la façon dont en Grande-Bretagne, les émeutes entre hindous et musulmans de Leicester ont eu lieu, ça a commencé à faire quand même réfléchir certaines de nos chancelleries. Et puis bien sûr, alors, dernier point, cerise sur le gâteau, l'expulsion de journalistes. Quand des correspondants, à commencer par Vanessa Douniac, sont expulsés, le mot est trop fort. Ils ne sont juste pas reconduits dans leur fonction de correspondant. Mais le résultat est le même, hein, ils partent. Donc, on l'a vu dans ce cas-là, mais il y a eu bien d'autres cas. Il y en aura sans doute d'autres. C'est des choses que forcément on ne peut pas ne pas considérer comme inamicales. Maintenant, à voir, parce que il y a tellement d'intérêts en jeu. Il y a tellement d'intérêts en jeu. Des intérêts commerciaux, d'intérêts militaires, d'intérêts géostratégiques. On continue de penser que l'Inde est le contrepoids qu'il faut face à la Chine. Bon, sans en avoir vraiment la preuve, mais on se contente de dire au moins elle n'est pas de son côté. Bon, déjà ça de gagner. Mais bon, l'affaiblissement de toute façon des Occidentaux dans la zone est patent. Hein. On n'a pas les moyens non plus de toutes nos ambitions. Alors, une dernière question, parce que je crois qu'il va falloir que nous arrêtions cette passionnante discussion, vraiment. Ce qui fait transition avec ce que tu disais, je pense à l'image que, alors non plus seulement Modi, mais l'Inde peut avoir à l'international. Et
justement, c'est NRI, c'est Non-Resident Indian, enfin, c'est diaspora qui sont très quand même marqués par la thématique Hindutva, BJP, etc., euh, vont continuer à être actifs certainement. Et bon, c'est peut-être là que, enfin, quand on voit la réaction au Canada à l'assassinat de ce Sikh, enfin, c'est une réaction très, très vive, enfin, qui marque que, bon, voilà, là, on pose une limite quand même. Et peut-être que ça va un petit peu se développer quand même, même si on fait du commerce, même s'il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Voilà, je vais terminer puisque ici on a un public aussi d'enseignants de yoga alors à notre très petit niveau qui n'engage pas des ventes de matériaux extraordinaires ni des millions de dollars, mais simplement on a senti pendant toutes ces années combien on pouvait instrumentaliser, on va dire une sagesse, ou oui, voilà, une sagesse autochtone et la reconfigurer, oui, enfin, reconfigurer son histoire aussi, de telle manière qu'elle serve un projet qui, au départ, nous paraissait tout à fait louable, qui était de répandre la paix dans le monde, répandre la non-violence, etc., à travers une discipline qui était tout à fait adaptée au monde contemporain. Et bon, il y a eu diverses initiatives, entre autres la Journée internationale du yoga, mais bien d'autres choses. Et très vite, la question s'est posée, en tout cas pour nous ici, de savoir si on répondait aux sollicitations qui nous étaient faites, si on participait, parce que il y avait foule de yogis sous la Tour Eiffel qui faisaient tous ensemble le 21 juin la salutation au soleil, ou bien parce qu'il y avait à Delhi, sur le Janpat, là, les Champs-Élysées de Delhi, aussi des milliers de yogis. Est-ce qu'il fallait s'y associer ou pas? Puis très vite, on a vu que c'était une instrumentalisation. Et ça nous a surpris, d'abord beaucoup au départ, et puis petit à petit, ça nous a rendus vigilants sur justement les sollicitations qu'on pouvait recevoir d'un certain nombre de groupes et aussi sur une dénaturation hein, des objectifs profonds d'une discipline. Ça peut être une autre. La musique, la danse peuvent être aussi des ambassadeurs qui sont reconfigurés et instrumentalisés. Hein. L'hindouisme en général. L'hindouisme en général, bien sûr. L'hindutva n'est pas l'hindouisme. Mais non. Et c'est Mais non. et c'est ce qu'on cherche à nous faire croire. Hmm. C'est bien l'enjeu. Euh, on a idéologisé une discipline de salut. On a transformé en un peuple lié par le sang une communauté de croyants. Hein, la définition des hindous que donne Savarkar, le père fondateur de l'Hindutva, hein, celui qui a écrit en 1923. Hein, en Inde, c'est comme en Europe, hein, on revient aux années 20. 1923, Hindutva, who is a Hindu? La charte fondatrice du nationalisme hindou dit il y a dans nos veines le sang de nos pères védiques. Et c'est ça qui fait qu'on est hindou. Et le mot qu'il va utiliser tout le temps, c'est race. Alors ça, c'est pas l'hindouisme. Parce que l'hindouisme, c'est au contraire une myriade de voies de salut, chacune différente l'une de l'autre, mais convergentes, se respectant mutuellement et s'étendant aux non-hindous. C'est-à-dire qu'en fait, où est-ce qu'on met la frontière? Les soufis, que l'on utilise comme gourou, qu'on utilise, le mot n'est pas du tout bien trouvé, hein, qu'on le reconnaît comme gourou. Il y avait tout récemment une formidable petite image
de notre maître du sitar, Ravi Shankar. Qui a initié Ravi Shankar? Un musicien musulman. Il était son oustad. Oustad, gourou, même chose. Les disciples, hein, les shishya. Sont... Et ça, c'est l'hindouisme. Cette capacité à ne pas exclure, à reconnaître la qualité de toutes les voies de salut, quelles qu'elles soient, et surtout de ne pas considérer que c'est par l'ascendance des grands-pères et des ancêtres que l'on est du bon côté. Et là, ils ont dénaturé complètement en idéologisant ce qui était une philosophie et une croyance. Enfin, le mot est bien sûr mieux trouvé. Euh, c'est ça qu'il faut essayer de retrouver. Oui, et de dire que l'Inde est un immense melting pot depuis, depuis 4000 ans et plus, qui aujourd'hui peut se dire descendant d'un Indien védique. Alors là, C'est pour ça qu'on arrête les tests d'ADN, hein, parce que les tests d'ADN sont vraiment une catastrophe, hein. La race pure n'est généralement pas au rendez-vous, donc plus personne ne promeut cela. Le problème, c'est que c'est effectivement une mosaïque, un melting pot à l'âge des nations. On est dans l'ère des États-nations. Et Dieu sait si on ne parle que d'États-nations dans cette campagne électorale française, européenne. Là, les États-nations continuent à être l'unité de compte. Alors, faire rentrer quelque chose d'aussi baroque que l'hindouisme dans le cadre d'un État-nation, ben, il faut couper, hein, il faut baliser. Et ils le font. Et ils le font alors en s'inspirant explicitement des penseurs européens. C'est-à-dire que dans les années 20, qui lisent-ils? Eh ben, ils lisent les fondateurs du nationalisme allemand, du nationalisme italien. Leurs héros, c'est Mazzini, Garibaldi, Gumplowicz, Bunchli. Il faut lire leur bibliothèque, enfin, il faut voir leur bibliothèque. Donc, vous avez un copier-coller et on a fait rentrer l'hindouisme dans ce cadre, dans ce moule, et forcément, ça fait un changement traumatique. tout à fait. On va peut-être faire